Bonjour à tous et à toutes, celles qui sont présentes pour suivre ce Zoom. Donc, Solène, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Alors du coup, moi c'est Solène Camus, je suis membre active du pôle pro de l'association SONU. Et aujourd'hui, Amandine va animer cette séance et moi je vais m'occuper plutôt de la prise de notes. Donc ce sera plutôt avec Amandine pour tout ce qui est questions, réponses, etc. Très bien, merci. Donc, oui, pour les étudiants et étudiantes, vous pourrez poser vos questions dans l'espace commentaire de ce live et on essaiera, en tout cas pas moi, mais les intervenantes essaieront d'y répondre au mieux. Merci d'abord à vous toutes d'être présentes pour nous partager votre expérience au sein de différentes ONG. Donc, avant de leur laisser la parole, je vais présenter rapidement l'association et ce qu'on y fait et donc ce forum. Donc, c'est la troisième édition de ce forum des métiers qui est cette année malheureusement en ligne. Mhm. Et donc, il est organisé par le pôle pro de l'association SONU, donc Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies. Donc, le pôle pro, il fait partie de cette organisation, de cette association qui a différentes branches. Donc, ça peut être UNESCO, UN Environnement, donc vraiment, c'est assez varié. Et notre pôle en particulier a pour but d'informer les étudiants et étudiantes de la diversité du monde professionnel et les opportunités aussi qui leur sont offertes. Donc, on organise également des visio pro, donc café pro à la base, mais maintenant qui prend forme, ce qui est sous forme de visio, avec un professionnel en particulier pour parler de son métier. Donc, c'est en plus petit comité et échanger bien sûr avec les étudiants. Après, ça peut être aussi des conférences ou des rubriques que l'on poste sur nos réseaux, donc n'hésitez pas à aller consulter ça. Et donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir différents professionnels. Là, pour cette session donc de 17h à 18h30, c'est sur le secteur de l'ONG, les ONG. Donc, nous avons toute la journée eu d'autres professionnels. J'espère que vous avez eu le plaisir d'y assister également. Donc, je vais laisser la parole à Candice Meunier, Hortense Bayer, Christelle Hage et Juliette Bidon donc, pour se présenter et présenter leurs organisations. Je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Hortense Bayer. Je suis responsable du pôle recrutement chez Médecins du Monde. Pour retracer un petit peu mon parcours, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille pour Médecins du Monde, plus précisément à peu près 5 ans sur le poste de responsable du pôle recrutement. Et auparavant, chez Médecins du Monde, toujours au sein également de la direction des ressources humaines sur des fonctions plutôt de chargé de recrutement, voire un petit peu de mobilité et parcours. Voilà pour rapidement pour mon parcours. Et je vais laisser peut-être la parole à Candice, ma collègue, et on en profitera peut-être pour vous présenter en quelques mots Médecins du Monde. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Candice Meunier. Je suis chargée de communication recrutement chez Médecins du Monde, donc dans le service recrutement, le service qui est dirigé par Hortense. Ça fait 6 ans que je suis chez Médecins du Monde, je recomptais. Et donc, ça fait 2 ans et demi que je suis sur le poste de chargée de communication recrutement. Avant ça, j'ai été pendant 3 ans l'assistante de l'ancienne présidente de Médecins du Monde France, Françoise Sévignon. Et avant cela, en fait, je suis arrivée chez Médecins du Monde à la direction des opérations internationales au siège. J'étais secrétaire de desk, on appelle ça secrétaire de desk, qui n'est pas très parlant, mais je m'occupais en gros de la partie administrative pour l'accompagnement au départ des expatriés sur les terrains. Et j'étais principalement sur les programmes au Moyen-Orient. Et du coup, j'enchaîne peut-être sur la présentation rapide de Médecins du Monde. Hortense, je te laisse compléter.
Si tu vois que j'oublie quelques petites choses, bon, rapidement, parce qu'après, je pense que ce sera sympa de plus de répondre à vos questions et d'être sur un temps d'échange. Mais donc, Médecins du Monde, c'est une ONG de santé qui a été créée il y a 41 ans maintenant. En fait, nos 41 ans cette année. Avec des programmes donc en France et à l'international. On a une cinquantaine de programmes en France, une cinquantaine de programmes à l'international. Au départ, pendant de 1980 à 1986, c'était uniquement des programmes à l'international. Et le premier programme France a été créé en 86. Voilà. Et depuis, donc, des programmes qui sont développés aussi bien en France qu'à l'international. On a 5 thématiques, ce qu'on appelle des thématiques prioritaires, qui sont autour desquelles sont construits nos programmes, qui sont les urgences et les crises, la santé sexuelle et reproductive, la réduction des risques. Donc, c'est des programmes qui s'adressent principalement aux travailleuses et travailleurs du sexe et aux usagers et usagères de drogue. L'axe migration, droit et santé, et l'axe santé-environnement. Et donc, ces 5 thèmes nous permettent de construire nos programmes aussi bien en France qu'à l'international. Et donc, on va retrouver ces thématiques sur tous nos programmes. On a, pour la partie un petit peu emploi RH, que vous compreniez un petit peu comment sont construits nos programmes. On a sur nos programmes à l'international environ 120, 125 expatriés qui sont sur des postes de coordination. C'est les équipes qui encadrent les équipes sur le terrain, avec un coordinateur ou une coordinatrice générale, je vais tout mettre au féminin, une coordinatrice médicale, parce qu'on est sur des programmes de santé, qui va gérer tous les aspects médicaux des programmes, coordinatrice logistique, coordinatrice administrative, finance et RH. Ça peut être tout groupé ou ça peut être sur des grosses missions, coordinatrice finance et administrative, et d'un autre côté, coordinatrice RH. Et je crois que j'ai fait le tour. Hortense, tu me dis si j'oublie quelque chose. Voilà, ça c'est pour la partie post-expatriés. Et pour ces 120, 125 postes expatriés, on a environ 1500 personnes sous droit, avec des contrats de droit national, donc qui sont recrutées localement dans les pays dans lesquels on intervient. Et ça va être sur des postes d'administrateurs, logisticiens, gardiens, chauffeurs, et tous les postes médicaux, des personnes qui prodiguent les soins sur nos bénéficiaires, auprès de nos bénéficiaires, sont tous recrutés localement. L'idée, c'est je pense que ça se reflète dans les choix en termes de ressources humaines, c'est qu'on construit nos programmes en partenariat avec les populations, avec la société civile, avec les autorités des pays dans lesquels on intervient, pour une meilleure acceptation des programmes, pour profiter, j'ai envie de dire, c'est le seul terme qui me vient, c'est pas très joli, mais de la connaissance de terrain et de la connaissance de la population des personnes qui sont avec lesquelles on monte les programmes et qui sont recrutées localement. Et on monte nos programmes en partenariat avec soit un collectif de la société civile, soit une association locale. L'idée, donc, c'est toujours que nos programmes soient acceptés et d'être dans une mise en capacité d'agir des personnes auprès desquelles on intervient, pour que les choses que l'on met en place soient pérennes, même une fois que Médecins du Monde s'en va. Et donc, on va mettre en place des actions de santé purement médicale, avec des consultations médicales, des accompagnements des structures de santé, et des actions de plaidoyer, puisqu'on est une ONG de plaidoyer, où on va faire des actions de communication, de plaidoyer, ce qu'on pourrait appeler vulgairement du lobbying, même si le terme est un peu est pas très joli et porte un peu des valeurs qui sont pas forcément les nôtres, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire défendre nos idées et faire en sorte de convaincre le plus possible les autorités et les instances décisionnaires des pays dans lesquels on intervient. Et pour la partie France, on va avoir pareil sur les postes encadrants, les postes de coordination, des postes salariés. Donc, ça va être de la coordination de programme, de la coordination régionale, de la coordination, des postes, pardon,
d'assistants de délégation. Sur une partie plus administrative, les délégations, c'est les bureaux régionaux de Médecins du Monde dans les différentes régions sur lesquelles on intervient. Et à côté de ces 120 postes salariés sur les postes de coordination, on va avoir environ 1500 bénévoles. Donc le ratio est un petit peu le même que sur l'international avec les 120 expatriés et 1500 personnes sous droit de contrat de droit national. Et du coup, en gros, sans bénévoles, nos programmes en France ne pourraient pas fonctionner. Et donc, un peu sur la même construction que nos programmes à l'international, tout le staff médical est bénévole sur nos programmes en France. Et on va avoir aussi des bénévoles non médicaux. Ça va être des accueillants et accueillantes en centre d'accueil de soins et d'orientation. Ça va être des interprètes, des chauffeurs, des accompagnateurs, accompagnatrices pour accompagner les bénéficiaires. Voilà, enfin divers profils. Et ce que je n'ai pas dit, je vais finir là-dessus, je n'ai pas tendance à parler beaucoup, donc je vais m'arrêter. Sur les programmes en France, on va avoir deux types d'actions. Des actions fixes, ce qu'on appelle les actions fixes, c'est des centres d'accueil de soins et d'orientation. On en a 15 en France. Mais ça, c'est pour les gens du coup qui nous connaissent, qui savent où on est et qui sont en mesure de venir nous voir. Et c'est pas toujours le cas. Et donc parfois, il faut un petit peu aller chercher, aller à la rencontre des personnes. Et pour cela, on a des programmes mobiles, des actions d'aller vers, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur les lieux de vie ou sur les lieux de travail des personnes qui vont après bénéficier de nos actions. Et ça va être du coup des programmes, des interventions sur des squats ou des bidonvilles, des programmes mobiles de maraude. Nous, on appelle ça des programmes de veille sanitaire, mais en gros, c'est des maraudes. Ça va être des programmes où on va avoir un camion qui va se déplacer, qui va aller, soit qui se déplace vraiment à divers endroits, soit qui a un peu des endroits sur lesquels il se pose régulièrement avec des permanences. Et donc, ça peut être aussi des programmes auprès, je pense au programme Lotus Bus, auprès des travailleuses du sexe venant principalement d'Asie. Ça, c'est un programme à Paris où on va avoir un camion qui se pose et des personnes qui viennent nous voir à l'endroit où ils se posent. C'est un peu toujours aux mêmes endroits. Voilà, je vais m'arrêter là. Je laisse la parole à Juliette ou Christelle. Allez-y, Christelle, madame, s'il vous plaît. J'y vais. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Christelle, chargée de recrutement chez Action contre la faim depuis 1 an, au siège, bien sûr. Avant cela, j'étais aussi chez ACF pendant une petite période en tant que, dans l'administration des ressources humaines. Et avant, j'étais sur le terrain, donc je travaillais en tant que RH généraliste sur le terrain. Voilà, donc juste pour me présenter un petit peu. Et ça fait environ 8 ans donc, que je suis dans le domaine des ONG, que je travaille avec les ONG. Voilà. Et pour présenter un petit peu ACF, donc juste pour commencer, la petite histoire, c'est que bon, c'est un peu comme Médecins du Monde, ça va faire 42 ans qu'on existe, que l'ONG a été créée par un groupe d'intellectuels qui voulaient lutter contre la faim dans le monde. Donc, je vous donnerai des noms comme ça que vous connaissez certainement, Marek Alter, Françoise Giroud, etc. Et donc, notre première intervention a été faite en 1979 auprès de réfugiés afghans au Pakistan qui fuyaient des combats suite à l'invasion de l'armée URSS dans leur pays. Donc ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Et comme je vous l'ai dit, notre mandat, c'est lutter contre la faim dans le monde. Mais ce qui veut dire que, pour expliquer un peu mieux cela, c'est sauver des vies en éliminant la faim grâce à la prévention, la détection et le traitement de la malnutrition. Donc, ça, c'est notre histoire. Parler un tout petit peu de nos principes et de nos valeurs. Un de nos principes, nous en avons
6. Donc, un de nos principes, c'est l'indépendance. Donc, ne pas être, agir librement et ne pas être influencé par des politiques intérieures, étrangères, etc. La neutralité, donc voilà, neutralité et impartialité. La non-discrimination quant au sexe, ethnie, religion, nationalité, opinion. L'accès libre et direct aux victimes, donc c'est-à-dire avoir un contrôle direct de nos programmes. Professionnalisme aussi, donc essayer, par exemple, d'utiliser au mieux nos ressources, et la transparence, donc l'information, la transparence, que ce soit au niveau des bénéficiaires, des bailleurs et des autorités. Sinon, nos domaines d'intervention, donc bien sûr, donc la nutrition et la santé. Nous avons aussi la santé mentale et la pratique des soins. Le WASH, ou enfin pour expliquer le WASH, la WASH ou le WASH, c'est l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Nous avons aussi un quatrième domaine d'intervention, c'est la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, et bien sûr le plaidoyer. Donc voilà, ça, ce sont nos domaines d'intervention. Et il y a une indépendance entre ces domaines, enfin une interdépendance plutôt entre ces domaines. Ce que je veux dire par interdépendance, c'est-à-dire que c'est sûr que nous traitons par exemple la malnutrition. Et par contre, la malnutrition ne vient pas seulement du fait que les enfants mangent trop peu, ça peut être aussi dû à une maladie qu'ils ont contractée, enfin de l'eau potable à laquelle ils n'ont pas accès, par exemple, d'où vient ici l'interdépendance entre nos domaines d'intervention, donc là, par exemple, la WASH ou l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et bien sûr le plaidoyer qui nous permet de témoigner et voilà, de témoigner de notre travail et de nos interventions. Concernant les RH, donc nous sommes environ, d'après les derniers chiffres, environ 8000 salariés dans le monde et intervenons dans une quarantaine de pays. Nous avons plusieurs sièges, donc un siège à Paris, un siège à New York, à Toronto, à Madrid et à Londres aussi. Nos salariés de terrain, donc nous avons environ 4200 salariés nationaux sur le terrain, environ 300 salariés internationaux et les salariés sièges, on est environ 300 aussi. Pardon, enfin 300 en France, mais si je parle de tous les sièges, c'est environ 650 personnes. Voilà. Donc, pour les métiers, enfin, juste pour vous parler un petit peu de nos départements sièges, donc nous avons bien sûr la direction générale et les ressources humaines, la logistique, le département administratif et financier, l'expertise et le plaidoyer, les opérations, la communication et le développement. Donc, ça, c'est pour aller vite. Donc, ici, nous comptons environ 300 personnes, comme je vous disais, au siège en France. Et les métiers du terrain, c'est à peu près comme ce que Médecins du Monde a dit tout à l'heure. Donc, nous avons 3 grands départements, si on peut appeler ça comme ça. Donc, les opérations, le support et les programmes. Donc, le support, c'est bien sûr tout ce qui a rapport avec la logistique, les ressources humaines, etc. Les opérations, ce sont les personnes qui font de la coordination du terrain voilà, et de la coordination. Et les programmes, ce sont nos domaines d'intervention dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Très bien, merci Madame Hage. Donc, je vais vous laisser Madame Bidon continuer et terminer cette présentation de profil. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Juliette Bidon et je suis chargée de programmes internationaux au WWF France. Pour revenir très rapidement sur mon parcours, donc moi je suis au WWF France depuis 1 an et demi maintenant. Et avant ça, j'avais passé 1 an à l'Agence française de développement, donc pas dans une ONG. Peut-être, alors pour présenter rapidement le WWF, là encore une distinction peut-être à faire, parce que le WWF France en fait est une ONG nationale, mais qui dépend d'un réseau international, le WWF International, qui du coup, lui, est présent dans plus d'une centaine de pays. Je crois qu'il y a quelque chose comme autour de 6000 salariés, donc avec des bureaux, on va dire, présents dans la majeure partie des pays. Le bureau du WWF France, lui, donc c'est un bureau qui est indépendant, qui a été ouvert en 1973, si je ne dis pas de bêtises,
et qui se concentre sur 5 thématiques qui sont les mêmes que celles du WWF international, qui sont donc, oui, parce que c'est une ONG environnementale, j'ai oublié de préciser effectivement, donc qui travaille sur la question de la préservation de l'environnement, de la restauration, et en gros, une meilleure utilisation des ressources naturelles. Les 5 thématiques d'intervention principales du WWF, c'est donc la préservation de l'eau, l'océan, les forêts, la vie sauvage, agriculture et alimentation, et énergie-climat. Donc ça, on va dire que ce sont un peu les domaines d'expertise qu'on trouve au sein du bureau. Donc, en termes de postes, on va dire que les gens qui se situent dans ce qu'on appelle les programmes sur ces 5 thématiques-ci sont plutôt des profils d'experts qui produisent soit directement de la connaissance, soit qui font de la gestion de projet aussi, de restauration d'espaces protégés, ou qui travaillent sur ces thématiques-là. Après, on a également un pôle plaidoyer, donc même chose, qui vise là à faire progresser les politiques publiques et à faire aussi du lobbying sur les questions environnementales. Au bureau du WWF France, on est environ 120 salariés. Donc, on est basé à Paris, mais il y a aussi un bureau à Marseille qui travaille particulièrement sur la Méditerranée, un autre à Lyon qui travaille sur la montagne, et on a un bureau aussi en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, qui travaille sur les 2 territoires d'outre-mer. Peut-être pour revenir sur les champs d'action, alors moi, mon poste est un peu une exception en fait, parce que la plupart des actions qui sont menées par le WWF France se situent sur le territoire français, donc soit métropolitain, soit outre-mer. Et donc moi, je travaille à l'international, mais en fait, je travaille en lien avec les bureaux locaux, qui sont donc à chaque fois des entités indépendantes. En fait, les projets à l'international dont je m'occupe, en fait, je le fais en lien avec nos collègues qui, eux, se situent directement sur le terrain et qui se situent dans des bureaux locaux à chaque fois. Donc, en fait, nous, on est en partenariat avec les autres bureaux WWF à chaque fois qu'on mène des projets terrain de ce type. Voilà un petit peu pour notre domaine d'intervention. Bon, je pense qu'après, le plus intéressant, ça serait aussi d'échanger si vous avez des questions plus spécifiques. Mais voilà, en France, ça se concentre principalement aussi sur des zones type d'intervention, type la Camargue, qui historiquement a été, où le WWF France avait été beaucoup investi, sur les bords de Loire, mais aussi sur des projets qui sont beaucoup plus des projets en lien avec les collectivités locales, la collectivité de Rouen, par exemple, sur la question de l'accès à l'énergie et à l'amélioration de la gestion énergétique. Donc, des sujets finalement assez variés. Et les profils qui sont du coup chez nous sont aussi plutôt variés, parce qu'entre les gens qui sont experts, par exemple, climat, ou bien qui travaillent sur les questions de plaidoyer, évidemment, ça recouvre des métiers assez différents. Voilà, et je pense que c'est tout pour moi. Très bien, merci pour vos présentations. On va passer justement à ce temps questions-réponses. Donc tout d'abord, vous avez un peu répondu en disant qu'il y avait plutôt des profils variés. On nous demande justement quels sont les profils recherchés. Donc après, ça peut peut-être toucher plus à Madame Bayard, qui est responsable recrutement, ou Madame Hage, chargée de recrutement, mais si c'est un profil type, et si ils acceptent les stagiaires également. Je vais commencer. Donc oui, effectivement, comme Candice on l'a déjà un petit peu décrit, pour s'engager au sein de Médecins du Monde, que ce soit sur un poste salarié, expatrié à l'international, un poste salarié au siège, un poste sur nos programmes en France, ou encore du bénévolat sur nos programmes en France, effectivement, la diversité des postes est grande. Ça peut, alors par exemple au siège, on a tous les services support qu'on va retrouver dans n'importe quel type de structure, de la compta, des finances, de la logistique, de la com, des ressources humaines, j'en oublie certainement, les services généraux, enfin voilà, tout ce qui est assez classique. Sur le terrain international, on va avoir les métiers, on va avoir les postes
les fonctions de coordinateur général qui, eux, vont piloter une mission entière. Et ensuite, on va avoir des coordinateurs qui vont plus être soit sur l'aspect logistique, soit sur l'aspect administratif et financier, soit sur l'aspect RH, soit sur la partie médicale, ou encore en lien avec des personnes qui ont une expertise sur différentes thématiques comme la réduction des risques d'usage de drogue, ou encore les soins de santé sexuelle et reproductive, ou encore, je pense à quoi, les violences liées au genre. Voilà, c'est assez large. Et ensuite, sur nos programmes en France, ça va être pareil, plus sur de la gestion de programme, avec idéalement une expertise sur des thématiques développées par les programmes, ou alors beaucoup de travailleurs sociaux aussi sur nos programmes en France. Et puis sur le bénévolat en France également, là c'est très large, puisque effectivement ça peut être des compétences sur des langues étrangères pour nous appuyer sur des questions d'interprétariat. Ça peut être des médecins généralistes ou spécialisés qui vont venir une journée par semaine, une journée par mois, une demi-journée peu importe, ou des infirmiers pour faire des consultations à titre bénévole dans nos centres d'accès aux soins et d'orientation. Et puis, il y a les fameux accueillants au sein de nos centres d'accès aux soins et d'orientation, pour lequel en fait, tout type de profil est le bienvenu, puisque c'est les personnes qui vont accueillir les bénéficiaires qui viennent nous voir, et qui vont un petit peu les aider, faire un petit état des lieux de leur situation, les aider potentiellement dans toutes les différentes démarches CMU, AME, pour voir un petit peu, faire un état des lieux de l'accès aux soins dans le système de droit commun, s'ils peuvent avoir accès au système de soins, accès aux soins, par exemple. Voilà. Donc, c'est assez large, en fait. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet, si vous voulez avoir une meilleure image de ce que fait un coordinateur général, ce que fait un coordinateur médical, ce que fait un travailleur social. N'hésitez pas à regarder dans la rubrique nous rejoindre. Il y a à la fois des offres en cours, et puis aussi quelques petites vidéos sur des métiers, donc qui peuvent aussi renseigner. Sur les stagiaires, oui, bien sûr, nous prenons régulièrement des stagiaires, uniquement en France. Nous n'envoyons pas de stagiaires sur nos missions internationales. Donc en France, ça peut être au siège, ou au sein des différentes délégations régionales, soit dans les bureaux de ces délégations régionales, ou sur le terrain, sur les programmes en France. Nous prenons uniquement des stagiaires conventionnés. Et ces derniers temps, étant donné le contexte, malheureusement, on en a pris un petit peu moins, parce qu'on n'était pas forcément en capacité de les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà. Et pareil, sur notre site internet, nous avons une rubrique stage avec les besoins, les offres en cours. Très bien, merci. Donc peut-être continuer avec Madame Hage pour savoir si vous preniez par exemple des candidatures spontanées durant l'été notamment, ou peut-être même en général. D'accord. Donc, pour les candidatures spontanées, non, nous n'en prenons pas. Par contre, nous avons par exemple pour l'instant une campagne d'alternance. Vous pouvez voir ça sur la page LinkedIn d'ACF. Donc, il y a ça, par exemple. Nous avons plusieurs stages en cours. Donc, si j'ai bien pu comprendre, c'est surtout le plaidoyer, la communication qui pourrait intéresser
enfin, les personnes qui nous écoutent. Donc, on en a plusieurs. Par exemple, je sais qu'on en a 2 en communication pour le moment, 2 stages en communication et un stage qui vient d'être pourvu dans le plaidoyer, un autre stage qui va bientôt, qu'on aura bientôt. Donc, oui, nous, on en a. Et comme le disait Hortense tout à l'heure, donc ça a beaucoup diminué avec la pandémie. Et on en avait beaucoup plus avant, mais on en a toujours. Donc, il y a la campagne d'alternance et il y a des stages en cours toute l'année, si vous êtes intéressé de voir ça. Donc, c'est sur le site Carrière et la page LinkedIn. Très bien, merci. Après, une question pour les offres d'emploi chez Médecins du Monde. Est-ce que vous prenez des personnes qui n'ont pas d'expérience encore sur le terrain et auquel cas, quelles premières expériences vous conseillerez pour des postes tels que chargé d'appui ou gestion de projet, donc après un master? Alors, les postes de chargé d'appui, ce sont des postes qui sont basés au siège, pour lesquels on va donner priorité. Alors, c'est des postes qui ont beaucoup de succès. Quand on trouve ces postes, on a un large choix de candidatures, donc tant mieux pour nous. C'est un peu plus compliqué pour les personnes qui se positionnent. Et donc, si on a la possibilité, on va donner priorité à des candidats qui ont déjà une première expérience sur une mission internationale en ONG. En revanche, une première expérience qui peut ouvrir pas mal de portes par la suite et qui peut s'adresser à des profils assez généralistes, on va dire. Chez Médecins du Monde, en tout cas, c'est une belle porte d'entrée. Ça permet aussi d'avoir une vision globale de comment fonctionne une mission humanitaire, comment elle fonctionne, en tout cas chez Médecins du Monde, mais ça donne pas mal d'éléments, des interactions entre une mission et le siège et tout ça, donc ça peut ouvrir pas mal de portes, que ce soit chez Médecins du Monde ou d'autres ONG. Ce sont les postes d'assistant au coordinateur général. Donc, en ce moment même, nous n'en avons pas en cours de recrutement, mais c'est des postes qu'on a sur plusieurs de nos missions internationales, sur des grosses missions souvent quand même. Je pense qu'en tout, en ce moment, sur l'ensemble des missions, on a une petite dizaine de postes comme ça. Donc, c'est des contrats de 6 mois ou 1 an. Donc, il faut attendre les rotations pour que les postes se libèrent. Mais ça, ce sont des postes qui peuvent être des postes d'entrée assez intéressants. Mais du coup, ce sont sur les missions internationales en expatriation. Très bien, merci. Donc, après, c'est une question pour Madame Bidon. Comment avez-vous fait pour accéder à votre emploi donc chez WWF et des précisions un peu sur exactement en quoi consiste votre travail et votre parcours académique? Et très bien. Moi, peut-être mon parcours académique, initialement, j'ai plutôt un profil technique. J'ai fait un master en géographie au Muséum national d'histoire naturelle. Et après seulement, je me suis spécialisée en sciences politiques en faisant un master à Paris 1 sur le développement et l'aide humanitaire. Donc, j'ai une spécialité un peu sur l'axe international dans un deuxième temps. Et c'est dans le cadre de ce master 2 que j'avais fait un stage au WWF il y a maintenant 3 ans, avec la même équipe que dans laquelle je me trouve actuellement. Et donc, c'est aussi comme ça en fait que j'ai intégré à nouveau le WWF après avoir du coup d'autres expériences à côté. J'ai pu y revenir et retravailler du coup avec la même équipe au sein de laquelle j'avais fait mon stage. Donc, ce qui donne de l'espoir quand même parfois sur les perspectives de stage lorsqu'on fait dans ce type d'organisation. Et après, peut-être plus sur le contenu de mon travail. Donc, moi, je m'occupe uniquement des projets qui sont réalisés, je le disais, à l'international, donc avec nos collègues qui se trouvent dans des bureaux locaux. Peut-être une précision là aussi sur le type d'emploi. En fait, on ne fonctionne pas avec du coup des expatriés au WWF. En fait, donc tout le monde travaille en soi au siège, bon, même si effectivement il y a des collègues qui sont au sein du WWF France et qui sont en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, mais en soi ils appartiennent au bureau du WWF France. Et sinon, en fait, c'est toujours des contrats locaux. Donc, voilà, par exemple, quand on travaille sur un projet, par exemple, au Gabon ou en Thaïlande, c'est à chaque fois des contrats locaux et c'est le WWF Thaïlande, en fait, avec qui on travaille.
Donc ça, peut-être une précision. Et ensuite, du coup, sur vraiment le fond de mon travail, en fait, moi, je travaille dans le pôle qui s'appelle PSP, donc pour partenariat avec le secteur public, ce qui signifie que en fait, je travaille uniquement avec des projets qui sont cofinancés par les bailleurs publics, notamment l'Agence française de développement, mais aussi le Fonds français pour l'environnement mondial, l'Union européenne, donc des bailleurs publics qui, du coup, dédient des subventions à direction des ONG, pas uniquement environnementales, mais toutes ONG. Et donc, du coup, mon travail, c'est à la fois de chercher et d'obtenir ces subventions en faisant du développement de notre projet, du coup, notamment en lien étroit toujours avec le terrain. Donc, généralement, en fait, c'est justement des collègues avec qui on travaille dans tel ou tel bureau qui souhaitent développer un projet sur une thématique. Donc, ça peut être très varié. Et qui, du coup, comme eux, ils ne peuvent pas avoir directement accès à ces financements-là, parce que déjà, ça implique des ressources RH assez élevées et que même d'un point de vue juridique, ils n'ont pas toujours accès. En fait, ils passent par nous pour co-construire en gros notre projet et monter un projet qu'on soumet ensuite au bailleur public. Et à la suite de ça, je m'occupe aussi du coup de faire la gestion, le suivi, le reporting, tout ce qui est lié à la redevabilité en fait, parce qu'évidemment quand on a des subventions publiques, il faut faire en sorte que l'argent soit bien utilisé et que voilà, ça va avec tout un ensemble de conditions. Donc en fait, mon travail me permet un peu de voir l'intégralité du cycle de projet, depuis un peu vraiment l'élaboration, la gestion, en lien avec les équipes techniques locales, et puis le suivi et jusqu'à la fin avec l'évaluation finale du projet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Peut-être continuer avec Madame Meunier, si vous voulez aussi nous partager votre parcours académique et exactement en quoi consiste votre métier. Parcours académique, vous allez vous amuser si je vous raconte tout. Alors, moi, j'ai une licence en fait de lettres, langues et civilisations étrangères en anglais. Et je me destinais pas du tout à travailler dans l'humanitaire, à travailler dans ce secteur. En fait, j'ai fait cette licence. Ensuite, j'ai fait de la vente. J'étais dans le secteur du luxe alimentaire. Et donc, j'y suis restée. J'ai fait d'abord Fauchon, ensuite La Durée. Et en tout, j'y suis restée 5 ans, 5 grosses années. J'étais dans la vente et après, j'étais au marketing produit au siège. Et j'en suis partie épuisée et je cherchais un petit peu à donner du sens à ce que je faisais et j'en avais marre de travailler pour vendre des macarons. Et donc, d'abord, je suis arrivée en fait chez Médecins du Monde avec donc cette idée d'avoir quelque chose de faire quelque chose qui avait un peu plus de sens. Et je suis arrivée d'abord en mission d'intérim à la direction des opérations internationales, donc en tant que secrétaire de desk, ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'était des missions renouvelées, et donc j'y suis restée 6 mois. Et depuis, je n'en suis pas partie. Après, donc j'ai trouvé un peu des opportunités en interne pour évoluer. Et c'est pour le coup, je pense que mon parcours chez Médecins du Monde, il est assez à l'image de tout le travail fourni par l'équipe qui s'occupe du parcours aussi bien des salariés que des bénévoles et que des stagiaires qui veulent rester, tester différentes opportunités, aussi bien en France qu'à l'international. Moi, j'ai jamais eu le souhait d'aller à l'international sur des programmes ou même en France sur des programmes. J'en ai pas les compétences, je pourrais me former pour, mais voilà, à ce jour, je serais bien incapable d'être sur un poste de coordination sur un programme, mais après, c'est pas en tout cas quelque chose d'impossible. Mais voilà, donc j'ai d'abord fait 6 mois d'intérim à la direction des opérations internationales et ensuite il y a eu cette opportunité sur un poste en interne en CDI à la présidence. Et puis après, je suis restée 3 ans en tant qu'assistante de la présidente. J'ai fait tout son mandat en fait parce que les présidents et les présidentes sont élus pour 3 ans. Et du coup, je suis arrivée sur le poste de communication recrutement il y a 2 ans et demi. Et en fait, ça me permettait
mettre à profit la connaissance que j'avais développée de l'association, la connaissance que j'avais acquise au cours de mes 3 ans à la présidence, où j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de l'association et sur tous les métiers qui étaient proposés et sur comment les différentes instances pouvaient interagir, sur l'équilibre entre les salariés et les bénévoles, sur les équilibres entre le travail au siège en support aux opérations, les opérations internationales que j'avais vues un petit peu pendant mes 6 mois d'intérim. Et donc, je suis arrivée au RH avec cette connaissance affûtée, j'ai envie de dire, de l'association. Tu confirmes, Hortense, c'est elle qui m'a recrutée. Donc, voilà. Et du coup, ça m'a permis de mettre à profit ça et aussi de mettre à profit mes compétences en communication que j'avais acquises chez La Durée où j'étais auparavant. Et voilà, c'était un peu un poste qui combinait un peu tout ça. Et donc, au quotidien, moi, mon travail, c'est de faire ce que je fais aujourd'hui avec vous. C'est présenter Médecins du Monde dans des forums des métiers, dans des écoles. Habituellement, je le fais en physique. C'est vachement plus sympa d'aller à la rencontre des personnes, des étudiantes et des étudiants. Je peux le faire en France, je peux le faire à l'international aussi. Donc là, depuis 1 an, c'est derrière mon ordinateur chez moi, Paris 13e, mais c'est sympa aussi, c'est différent. Ça, c'est une bonne partie de mon travail. Après, je m'occupe aussi de la diffusion des annonces, d'accompagner les chargés de recrutement, et c'est pour ça que je suis au service recrutement aussi, c'est d'accompagner les chargés de recrutement dans la diffusion des annonces, dans le sourcing, sur des recrutements sur lesquels ça peut être un petit peu plus galère de trouver le profil parfait, même si le profil parfait n'existe pas, mais voilà, le profil qui colle le mieux en tout cas, voilà, d'aller chercher des nouvelles plateformes, des nouvelles sources, des nouvelles plateformes de diffusion. J'administre aussi le compte LinkedIn de Médecins du Monde. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et après, je travaille sur des projets de communication interne ou externe en transversalité avec d'autres services, beaucoup avec le service com, mais ça peut être d'autres services aussi. Voilà, pour travailler sur la marque employeur de Médecins du Monde, promouvoir Médecins du Monde en tant qu'employeur. Et donc, voilà, ça va être des projets un peu plus transversaux, un peu plus de long terme, et travailler aussi sur la communication interne, parce que la marque employeur, c'est aussi un travail en interne pour que, en gros, plus les collaborateurs et collaboratrices sont contents, mieux ils parlent de Médecins du Monde et mieux c'est pour tout le monde. En tout cas, pour les RH, c'est bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je fais. J'en ai sans doute oublié. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça a très bien répondu à la question. Donc après, à l'attention de Madame Hage, est-ce que vous travaillez donc avec des PAM, donc des programmes alimentaires mondiaux, tels que Zéro Faim? Et si oui, mais comment est-ce que vous travaillez ensemble? Pardon, désolée. Alors, je ne saurais pas vraiment... Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Donc, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Je ne sais pas, vu que ce sont les programmes et dans les ressources humaines, enfin, je ne connais pas encore tous les programmes. Bon, ça fait un peu plus d'1 an que je suis avec ACF, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Désolée. Pas de souci, pas de souci. À ce moment-là, on peut peut-être enchaîner et vous demander donc si à Action contre la faim, vous employez des psychologues pour des Oui. missions à l'international. Oui, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est dans les interventions qu'on fait. Donc, on appelle le SMPS. Donc, voilà. Donc, et on a des psychologues à l'international et comment ça s'appelle? Et au siège, bien sûr. Donc, oui, bien sûr, on a des psychologues qui s'occupent des bénéficiaires de programmes de SMPS, comme je disais tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est généralement ce qu'on recherche, ce sont des personnes qui ont leur diplôme de psychologie, bien sûr, mais qui ont fait du trauma, donc qui ont de l'expertise en trauma. Très bien, merci. Peut-être pour Madame Bayer, si vous preniez aussi, si vous employez aussi des sociologues et des psychologues, et à ce moment-là, si les candidatures spontanées sont aussi possibles. Alors,
Des sociologues, nous avons au siège, au sein de notre direction santé plaidoyer, une personne qui a un profil sociologue, mais qui n'exerce pas typiquement en tant que sociologue. Donc, c'est un profil, quelqu'un qui est sociologue de formation, en fonction du parcours, de la construction des diverses expériences qu'il aura eues, peut trouver sa place chez Médecins du Monde, mais pas dans l'exercice tel qu'on l'entend d'un sociologue. Et des psychologues, alors oui, nous employons des psychologues, nous en avons une au sein de l'équipe, au sein de la direction des ressources humaines, mais qui ne fait pas de prise en charge clinique. Elle va orienter les personnes qui auraient besoin d'une prise en charge, que ce soit les salariés du siège, les expatriés sur le terrain, nos différents acteurs sur les programmes en France, mais elle n'est pas dans la prise en charge elle-même. Et sur nos missions internationales, nous avons ce qu'on appelle des coordinateurs en santé mentale, qui, pareil, ne sont pas dans la prise en charge directe, dans la prise en charge clinique. En général, ils vont piloter des programmes de santé mentale, ils vont encadrer des équipes de psychologues qui sont recrutés directement sur place dans le pays, nationaux, qui, eux, vont être dans la prise en charge clinique, mais eux, ils vont être plutôt dans le pilotage du programme santé mentale au sens large. Donc oui, nous en recrutons. Et pour les candidatures spontanées de manière plus large, au-delà des sociologues, psychologues, j'ai peut-être laissé Candice répondre sur le fonctionnement des candidatures spontanées, puisqu'on a une rubrique candidature spontanée, effectivement, pour postuler chez Médecins du Monde. On a une rubrique, candidature spontanée sur le site. Alors, vous pouvez donc déposer une candidature spontanée. Ce qu'on conseille toujours quand même, c'est des réponses à annonces qui vont être plus pertinentes, avec un profil qui est bien détaillé, et donc vous pourrez voir si ça colle ou non. Les candidatures spontanées sont toutes étudiées. Après, c'est toujours en fait difficile que vous tombiez au bon moment où il y a une opportunité qui pourrait être en phase avec ce que vous recherchez et avec le profil que vous avez. Donc on conseille toujours, c'est toujours plus. Je ne sais pas si vous m'entendez, en fait je me rends compte que je n'avais pas mon micro devant. Vous m'avez entendu ou je parlais dans le vide? Non, Non, c'est bon. C'est bon, ok. On entendait un peu de loin. D'accord, vous m'entendez mieux maintenant. Je vais arrêter de hurler. Et du coup, voilà, c'est toujours plus pertinent de postuler sur annonce, mais vous avez la possibilité sur notre site, dans la partie nous rejoindre, tout en bas des annonces, de cliquer sur le petit bouton candidature spontanée. Voilà, pour plus d'efficacité, réponse à annonce. Si je peux me permettre de rajouter un tout petit point, dans le cadre de candidature spontanée, l'idéal, c'est déjà de joindre une lettre de motivation forcément, et surtout d'être le plus précis possible dans sa lettre de motivation. J'imagine que les personnes qui sont amenées à faire une candidature spontanée, c'est qu'elles ne trouvent pas d'annonce qui leur correspondent. Et donc, ne pas, plus vous serez précis dans votre lettre de motivation sur ce que vous cherchez comme type de poste, ou en France, à l'international, vos disponibilités, toutes ces choses-là. Voilà, c'est important dans le cadre d'une candidature spontanée d'être le plus précis possible sur ce que vous recherchez. Très bien, merci. Et est-ce que cela compte aussi pour les demandes de stage, par exemple? Et dans ce cas-là, est-ce que même au niveau licence, donc sans même l'obtention de la licence en entière ou du master, on peut quand même postuler dans ces cas-là, quel secteur serait le mieux adapté? Alors, pas de problème pour des stages en niveau licence, il n'y a aucun souci, hein. On prend même des stages en niveau 3e, par exemple. Donc, dans ça, il n'y a vraiment pas, ou en bac+2, enfin, vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en revanche, nous ne prenons pas de candidature spontanée pour les stages. C'est vraiment uniquement sur annonce. L'idée, c'est que c'est vraiment les services ou les programmes qui définissent leurs besoins et qui sont aussi qui pilotent le recrutement des stagiaires.
le recrutement sur les stages ne passe pas par le service recrutement au RH, il passe directement par les services. Donc nous, en fait, on est en soutien pour la diffusion de l'annonce. Et après, c'est le service ou le programme lui-même qui va recevoir les candidatures, les trier, organiser les entretiens et choisir la personne retenue. J'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié. Mais voilà, en gros, c'est vraiment piloté par les services et c'est vraiment eux qui définissent leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on ne prend pas de candidature spontanée. On sait que les demandes sont énormes. On sait qu'en temps de Covid, c'est super galère et que ça peut être compliqué de trouver depuis le début de l'année, depuis le début 2021, où en fait, on a deux moments où on recrute un peu plus de stagiaires, c'est en janvier et en juin, parce que ça marche c'est souvent des stages de 6 mois. Et là, la salle de janvier, les annonces que je publiais, ça restait 2, 3, 4 jours max en ligne. Et il y avait tellement de candidatures qu'après, on arrête la diffusion. Donc, on a énormément de candidatures et on sait que c'est compliqué de trouver un stage, qu'il y a eu pas mal de déconvenus aussi, des stages annulés et tout ça. Donc voilà, on est conscient des besoins qui sont importants et on a un peu relancé la machine cette année, mais voilà, les stages sont vite pourvus, les profils des candidatures qu'on reçoit sont super qualitatifs. Donc la concurrence est assez rude, hein, pour être très honnête. Et après, on est vraiment dans une démarche de stage. C'est ce qu'on demande à nos collègues qui prennent des stagiaires. Et c'est vraiment on ne veut surtout pas être dans un stage photocopie café ou quoi que ce soit. On demande un vrai engagement de la part des tuteurs de stage pour que à la fois le stagiaire apporte des choses à la structure, mais avant tout, que lui, il ressorte, que le stagiaire, suite à son stage, ait acquis une expérience, des compétences, qui ressortent grandi très clairement. On est vraiment dans cette démarche. Le contexte fait que c'est compliqué parce que déjà, même salarié, c'est pas forcément simple toujours. Et dans le cadre de l'encadrement d'un stagiaire, il y a des managers qui le gèrent très bien et qui ont eu des stages uniquement en période Covid et pratiquement en 100% à distance, et ça s'est très bien passé. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est moins confortable, donc c'est aussi à prendre en compte. Très bien, merci beaucoup. Peut-être que Madame Bidon peut également répondre à cette question s'il y a des opportunités de stage au sein de WWF et si c'est possible de candidater à la fois à WWF France et WWF International. Oui, alors pour les stages, du coup, un peu la même chose que pour Médecins du Monde et ACF. Donc, on prend des stagiaires, effectivement, dans les différents départements. Donc, nous, dans notre équipe, on prend aussi un stagiaire de façon régulière. C'est un peu aussi le même calendrier, hein, étant donné que c'est souvent des stages de 6 mois. Je sais que le département qui travaille en relation avec le monde économique, donc les entreprises ou les fondations en recrutent aussi souvent. Les profils sont assez variés, donc effectivement, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site du WWF. Hein, tout est indiqué, mais effectivement, même chose en ce moment, il y a pas mal de demandes, donc c'est vrai que les offres sont assez vite retirées, mais ça vaut le coup. Peut-être pour revenir sur un point précédent, on a aussi des postes de sociologues de temps en temps, parce que du coup, on travaille sur certains projets où du coup, il y a de la gestion intégrée des ressources, des ressources naturelles en lien avec les communautés locales, etc. Donc, on a des postes, des profils aussi sciences humaines. Et la troisième question qui était sur les postes à l'étranger, là, du coup, c'est très variable. Le fait est que souvent, lorsque c'est des postes qui se situent du coup directement dans les bureaux locaux, ce sont des contrats locaux en fait, donc où parfois il faut être de nationalité directement pour pouvoir y postuler. Donc là, je ne veux pas trop m'avancer dessus. C'est vrai que nous, là, les stages qu'on propose au sein du WWF France, c'est uniquement au siège et pas à l'international.
Donc après, pour les stages à l'international, en fait, il faut se rendre directement sur, par exemple, les sites internet des bureaux concernés. Mais là, je pense qu'il y a aussi peut-être des questions en termes de statut. Où, voilà, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Très bien, merci. Et justement, est-ce que on peut même postuler si on n'a pas vraiment d'expérience au préalable ou même d'expérience sur le terrain ou au sein d'associations, d'ONG? Oui, bah, je pense qu'un peu même réponse que pour tout le monde. C'est vrai que ça dépend des profils. Il y a des profils qui sont plus ou moins juniors qui sont demandés selon les postes. Mais il ne faut pas hésiter Généralement, c'est spécifié dans l'offre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Il y a certains postes qui sont plutôt juniors et d'autres qui sont plutôt avancés. Mais tous les gens qui travaillent au sein de la structure ne viennent pas ni forcément du milieu ONG, ni même comment dire, de formation naturaliste ou environnementale pure. Hein. Donc c'est assez varié. Et du coup, il ne faut vraiment pas hésiter. Je pense que ça dépend des offres, vraiment. Très bien, merci beaucoup. Peut-être que Madame H peut également continuer sur ses offres de stage parce qu'on a vu que ce n'était pas possible de faire de candidature spontanée, mais après, je suppose qu'il y a quand même des possibilités de stage. Exactement. Et si c'est aussi possible comment on peut financer à ce moment-là du bénévolat ou un stage non rémunéré si vous avez des petites pistes. D'accord. Donc, des stages, oui, comme je vous disais, elles sont publiées. Vous pouvez les voir sur notre site carrière. Et on reçoit aussi beaucoup, on a une trentaine de stages à proposer par an environ. Et dans tous les départements, bien sûr, c'est dans tous les départements. Concernant le bénévolat aussi, on a avec l'émission France, on a beaucoup de bénévoles. Je dirais plus d'une centaine environ, si ce n'est plus. Et aussi, tout ça se fait, on peut voir tout ça sur notre site aussi, si quelqu'un a envie de faire du bénévolat pour nos missions France. Par contre, est-ce que vous vouliez dire bénévolat à l'international ou seulement en mission France? À l'international, on n'en a pas. On n'a pas de bénévoles au moins. Enfin, je parle pour Action contre la faim Paris, France, on n'a pas de bénévolat à l'étranger. Et concernant votre question, si on peut commencer en tant que junior avec ACF, donc je dirais oui pour le siège. On a beaucoup de stagiaires, d'alternants qui ont évolué et qui ont eu d'autres postes par la suite. On a souvent des postes d'assistants et ces personnes-là peuvent évoluer. Mais par contre, pour le terrain, on n'en a pas. Enfin, on n'a pas généralement pour les postes terrain. C'est très rare qu'on ait des personnes juniors qui commencent avec nous, quel que soit le poste, parce que généralement, on considère que les postes juniors que les postes d'expatriés, à l'international, sont des personnes qui sont expérimentées et que les postes, malheureusement, hein, on essaye de remédier à ça, mais que les postes plus juniors sont réservés aux personnes nationales. Enfin, c'est ce qu'on fait pour le moment. On aimerait bien introduire ou dans nos objectifs futurs des personnes plus juniors qui puissent aller à l'international, mais ça ne se fait pas pour le moment. Et on n'a pas non plus de stage à l'international. Très bien, merci beaucoup. Après, une question plus axée sur le fonctionnement des différentes organisations. Donc, quelles sont les sources de financement pour vos organisations? Donc, peut-être que Madame H, vous pouvez continuer et après, on pourra changer d'organisation. Bien sûr. Donc, les sources de financement, je dirais, ce sont les grands bailleurs, donateurs, comme on appelle ça. Ça peut être des gouvernements, ça peut être les Nations Unies, ça peut être ECHO, comme on a par exemple l'Europe, des autres gouvernements. Donc, c'est différents bailleurs. Concernant d'autres fonds, on a aussi des fonds privés. Donc, par exemple, on a la course contre la faim tous les ans et on fait des sensibilisations. Donc, ce sont des personnes comme nous qui peuvent contribuer. Il y a des dons qui peuvent se faire en ligne et on fait des sensibilisations par rapport à ça. Et donc là viennent nos bénévoles. Et il y a des personnes du siège qui peuvent bien sûr proposer leurs services pour sensibiliser, la population française et ça peut être aussi des bénévoles qui le font pour avoir des fonds de personnes comme tout le monde, des citoyens français. Très bien, merci beaucoup. Donc, peut-être Madame Bayer, si vous voulez
continuer sur cette même question. Alors, chez Médecins du Monde, il y a une volonté d'avoir une majorité de fonds propres et donc d'une indépendance financière. Et les fonds propres, ce sont les dons et les legs. Le ratio, il oscille à peu près entre 60% de fonds propres et 40% de fonds institutionnels. Donc, les fonds institutionnels, ce sont les bailleurs de fonds. Ça peut être comme oui, Christelle en a cité quelques-uns, mais ça peut être l'Europe, ça peut être le centre de crise, ça peut être des bailleurs de fonds allemands, c'est assez large. Voilà. Et donc, Médecins du Monde est toujours dans un ratio majoritaire de fonds propres pour garder une indépendance dans ses actions. Ces dernières années, il y a eu des grosses crises et notamment la crise syrienne qui a fait que qui a été pas mal financée par des bailleurs de fonds. Donc, le ratio était plutôt sur du 55-45. Donc, 55 fonds propres, pardon, et 45 fonds institutionnels. Voilà à peu près sur les ratios. Très bien, merci beaucoup. Et Madame Bidon, vous, si vous voulez également nous parler du financement. Alors, pour le WWF France, alors à peu près la même chose que pour Médecins du Monde, on est surtout sur une grosse majorité de fonds qui proviennent de dons particuliers, de legs et de quelques gros donateurs. Donc ça représente, je crois, entre 60 et 70% du budget total, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc vraiment grosse partie. Les financements institutionnels, donc même chose, qui viennent des bailleurs publics, donc concrètement de l'État ou d'autres fonds institutionnels, c'est plutôt autour de 10-15%, donc plus faible. Et on a aussi une petite partie qui vient de partenariats qu'on a avec les entreprises privées, que je mentionnais tout à l'heure. Ça va représenter autour de 10% aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais grosse majorité aussi sur les dons et les legs. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va passer à une autre question. Donc, à vous, Madame Bidon, à quel poste peut-on prétendre après avoir fait une formation de juriste, une formation juridique, donc un master de droit? Oui, alors on a un département juridique, ce n'est pas du tout ma formation, donc je ne m'avancerai pas sur les détails, mais effectivement, on a des personnes qui, au sein de la structure, gèrent à la fois les contrats qui sont des contrats qui soient justement pour la gestion des subventions publiques, des bailleurs, etc., ou avec nos partenaires sur le terrain, mais aussi tout ce qui est lié à la question justement des legs, des financements, etc., où du coup, effectivement, on a des postes là-dessus qui font partie du coup des services généraux, hein, qui sont avec chez nous la compta et toutes les fonctions support. Effectivement, il y a quelques postes là-dessus. Très bien, merci. Et est-ce qu'il est possible de travailler hors de Paris? Donc, on a vu que beaucoup de sièges se trouvaient à Paris. Est-ce qu'il y a des postes à promouvoir hors de la capitale en France pour Madame Meunier? Alors, comme je le disais, il y a les délégations régionales. C'est nos programmes qui sont en France métropolitaine et en Guyane et à Mayotte et à La Réunion. Après, ça va être du coup des profils, enfin des postes de coordination de programme, des postes terrain, des postes comme disait Hortense tout à l'heure, travailleurs sociaux, médiateurs en santé, etc. Il y a quelques postes plus administratifs parce que dans chaque région, dans les 14 régions dans lesquelles on est présente, on a la délégation régionale, qui est un peu le bureau régional, où vous allez avoir le poste d'assistant de délégation, le poste de coordinateur, coordinatrice régionale. Mais après, toutes les fonctions sièges, fonctions support, ce sera du coup à Paris. Voilà. Je fais le tour. Hortense, tu me complètes si besoin. Mais... Ouais, non, bientôt à Paris, pas de poste délocalisé, pas de poste siège délocalisé chez Médecins du Monde à ce jour. Très bien, merci beaucoup. On va continuer parce que c'était une question assez générale. Donc, Madame Bidon, puis Madame Hage, si vous voulez bien.
Oui, et bah, du coup, un petit peu la même chose pour nous, hein. C'est vrai que la plupart des postes est vraiment au siège à Paris. Et après, pour les postes qui sont dans les bureaux délocalisés, c'est vrai que c'est à chaque fois lié à une expertise ou une thématique. Donc, voilà, par exemple, le bureau de Marseille, nous, se concentre sur la question de, enfin, est composé de gens qui travaillent spécifiquement sur la Méditerranée. Donc, beaucoup d'océanologues, enfin des gens qui travaillent vraiment sur la thématique. Et c'est la même chose pour le bureau en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Mais sinon, la majorité le reste des postes est à Paris au siège. Bon, même si en ce moment, avec le Covid, plus ou moins, mais bon, voilà, c'est quelque chose de temporaire, je pense. Mhm. Concernant ACF, donc oui, les postes sont à Paris, mais par contre, avec la nouvelle politique de télétravail, on peut travailler d'un peu partout. Alors, ce qui fait que, par exemple, je vais vous donner un exemple, mon poste à moi, il peut être à 100% en télétravail. Donc, je peux vivre où je veux en France et voilà, exercer mes fonctions. Par contre, il y a des postes non qui requièrent à ce que les personnes soient au siège une fois, 2 fois par semaine, par mois. Ça dépend de chaque poste. Donc, on a fait une petite évaluation de chaque poste et voilà. Donc, on peut faire ça. On peut travailler d'un peu partout selon le poste et les exigences du poste. Très bien, merci beaucoup. Après, je suppose que ça ne vous concerne pas forcément, Madame H, mais vous pouvez peut-être répondre pour votre organisation. Si on travaillait donc au sein de votre ONG, permet aussi de voyager dans le cadre du travail ou si un poste ne nécessite pas forcément de déplacement. Alors, ça, bien sûr, ça dépend des postes. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, des postes qu'on appelle, si vous voulez, d'advisor. Donc, par exemple, en nutrition et santé, oui, ils sont censés faire plusieurs voyages parce que ce sont des personnes donc, qui sont des managers fonctionnels à d'autres personnes sur le terrain. Donc, oui, ils sont censés faire des voyages. Par exemple, dans les ressources humaines, non, mon poste à moi, non. Je fais du recrutement, donc je n'ai pas besoin de voyager. Tout se passe en ligne ou en présentiel. Par contre, les personnes qui sont dans les ressources humaines, dans les opérations les ressources humaines régionales, donc avec des postes régionaux, oui, ils font beaucoup de voyages. Dans les opérations aussi, donc on a les directeurs d'opérations, etc. Enfin, beaucoup de personnes dans les opérations sont censées faire des voyages et aussi dans la recherche, dans le plaidoyer, si c'est nécessaire ou bien s'il y a un projet en cours dans un pays ou autre. Parfois, il y a des évaluations à faire, donc il y a des personnes du siège qui vont sur le terrain. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours, pas en ce moment malheureusement, mais il y a beaucoup d'allers-retours, oui. Beaucoup de voyages. Très bien, merci beaucoup. Peut-être que Madame Bayer ou Madame Meunier peuvent parler justement de cette même question pour le travail avec des déplacements dans des pays étrangers. Ouais, j'y vais, Hortense. Ça rejoint un petit peu ce que Christelle disait pour ACF, c'est-à-dire qu'on a la direction des opérations France et la direction des opérations internationales au siège avec des salariés qui travaillent vraiment en support aux opérations et qui sont amenés à se déplacer, bon, pour la direction des opérations internationales à travers le monde, pour la direction des opérations France à travers la France. Et qui sont, en fait, on a ce qu'on appelle des responsables de desk qui ont un portefeuille de pays. On a aussi les référents santé qui ont un portefeuille de pays et du coup qui sont amenés à se déplacer régulièrement sur les terrains pour lesquels ils sont en support. Euh, Comme disait Christelle, en temps de Covid, forcément, ces déplacements ont été vraiment réduits. L'idée, c'est de se limiter aux déplacements vraiment, vraiment essentiels. Et après, vous avez aussi d'autres fonctions support où vous pouvez être amené à vous déplacer. Bah, moi, par exemple, je peux être amené à me déplacer pour les interventions sur les forums des métiers, donc hors Covid, hein. À la communication, ils peuvent être beaucoup amenés à se déplacer aussi pour prendre des témoignages, des vidéos, faire des tournages sur nos terrains. À la direction santé et plaidoyer, où on a des référents thématiques sur les thématiques que je présentais en début de séance. Voilà, vous allez avoir du coup des référents qui vont se déplacer sur nos terrains sur lesquels ces thématiques sont développées. Euh, voilà, on a après les autres fonctions support peut-être se déplacent moins, mais on a pas mal de postes où les déplacements sont assez fréquents, encore une fois, hors temps de Covid.
Très bien, merci. Peut-être que Madame Bidon a quelque chose à ajouter justement à cette question de travail à l'étranger. Oui, bah, du coup, même chose, hein, ça dépend vraiment des postes. Bah, en l'occurrence, le mien, en théorie, donc hors Covid, je suis aussi amenée à me déplacer du coup sur les terrains des projets qu'on mène. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez variable selon le poste des gens, si effectivement ils travaillent sur des problématiques à l'international, à l'étranger, ou bien s'ils sont vraiment sur les thématiques françaises. Si c'est des gens qui, par exemple, sont sur les questions de plaidoyer donc, ou de rapports et de thématiques dont ils n'ont pas besoin d'avoir vraiment un aspect terrain, ou bien ce soit des gens qui sont spécialisés sur une zone géographique ou bien un sujet qui amène à se déplacer. Même chose, il y a aussi des fonctions support qui sont amenées à se déplacer quand c'est nécessaire. Enfin, par exemple, du coup, moi, quand je vais sur le terrain, je suis souvent aussi accompagnée du contrôleur de gestion, donc la personne qui s'occupe des finances. Voilà, donc ça, c'est des choses qui se font hors Covid, évidemment. Là, pour le moment, tout est un petit peu bloqué ou tout est nettement réduit. Très bien, merci beaucoup. On va poursuivre avec une question justement encore pour Madame Bidon. Donc, comment avez-vous pu basculer d'une formation de géographe à un master axé sur la politique? Et comment vous avez pu justifier cet intérêt pour la politique alors que ce n'était pas votre premier angle d'étude? En fait, c'est grâce à mon premier stage du coup de Master 2 que j'avais fait en géographie que j'ai réalisé à Mayotte, donc, où j'ai pu faire un mémoire là-bas et où j'y suis restée un peu plus de 6 mois. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a donné envie de me concentrer sur les thématiques de développement et de pays du Sud, donc, même si évidemment Mayotte est français, mais voilà, on trouve des thématiques communes à d'autres pays en développement, et c'est ce qui m'a permis après ensuite de me rediriger vers la science politique en faisant valoir le fait que j'avais envie de me spécialiser, que outre ma spécialisation en environnement, j'avais aussi envie de développer un aspect plus axé développement et aide au développement, mais aussi par le biais un peu sciences politiques. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, nous allons une question aussi assez générale, peut-être pour Madame Hage. Donc, est-ce que les profils plus institutionnels, tels que les profils qui viennent de l'administration ou des ambassades, donc sans expérience encore dans des ONG, sont aussi appréciés et pertinents? Oui, oui, bien sûr, ça peut être. Enfin, oui, donc le son est bon. Oui, ça peut être pertinent. Ça dépend des postes. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que, par exemple, en plaidoyer, on revient vers le plaidoyer. On a souvent des personnes qui n'ont pas d'expérience en ONG, mais qui ont fait du plaidoyer privé. Donc, on peut prendre ce type ou de la communication ou autre. En privé. Aussi, ça peut être dans d'autres secteurs. Parfois, on a oui, enfin, en gros, oui, ça dépend du profil et ça dépend de l'exigence du poste et des critères. Donc, parfois, il est essentiel d'avoir travaillé en ONG et parfois, ça peut être un plus, mais ce n'est pas essentiel. Tout dépend des postes et des profils recherchés. Très bien, merci beaucoup. Donc, peut-être que pour cette même question, Madame Bayer peut nous en dire plus. Non, je partage la réponse de Christelle. Voilà, sur l'expérience ou pas en ONG nécessaire, c'est vraiment variable en fonction des postes. Et sur la première partie de la question, il me semble qu'elle était sur les personnes qui ont travaillé en ambassade, c'est ça? Oui, qui ont des profils plus institutionnels. Plus institutionnels. Oui, ça dépend des postes, mais il y a des compétences transposables forcément, donc pourquoi pas, oui, bien sûr. Merci beaucoup. À ce moment-là, on peut aussi continuer avec Madame Bidon. Je ne sais pas si vous avez entendu la question sur si des profils plus institutionnels sans expérience à ce moment-là dans des ONG étaient aussi pertinents dans votre organisation. Oui, je suis désolée, j'ai eu un souci avec mon ordinateur, donc je suis sur mon téléphone et j'espère que vous m'entendez bien. Oui, pas de Ce souci. n'est pas trop mauvais. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est aussi recherché et qui pour le coup dépend vraiment des offres et des postes. Hein. Je saurais pas vous dire quelle est un peu la proportion en termes de profil
Mais par exemple, je sais qu'au sein du département plaidoyer, il y a pas mal de gens avec ce profil-ci qui ont été recrutés dernièrement. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, pour retourner un peu sur le parcours académique, Madame Hage, vous pouvez nous expliquer un peu les études que vous avez faites? On ne vous entend pas. Pardon. Voilà. Donc, j'ai fait des études de gestion. Donc, c'est il y a très longtemps, il y a 17 ans environ. Donc, voilà, j'ai une licence de gestion. Après, mon parcours, c'était très loin des ONG. Donc, j'étais libraire pendant 5-6 ans environ. Et puis après, je me suis redirigée vers l'administratif et je trouvais que la partie la plus intéressante était les ressources humaines. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans les ressources humaines et j'avais envie, comme beaucoup de gens qui rentrent en ONG, de faire des ressources humaines, mais avec une cause, avec des valeurs que je partageais. Et voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de postuler pour des postes RH en ONG et que j'ai continué. Enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur le terrain, et là, je travaille au siège. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours. Très bien, ben, merci beaucoup. Donc justement, au vu de votre parcours, est-ce que vous pouvez nous dire si vous privilégiez lors des recrutements les profils plus internationaux ou qui ont fait des mobilités lorsque vous cherchez à recruter? Alors, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, pour des postes, je vais vous dire, enfin, vous donner un exemple. Par exemple, pour des postes à haute responsabilité de coordination sur le terrain. Donc, ce sont des personnes qui, je ne sais pas, moi, je dirais un ou une coordinatrice en nutrition et santé, par exemple. C'est quelqu'un qui va coordonner tous les projets qui sont sur le terrain et sur les multiples bases. Donc là, généralement, oui, on requiert quelqu'un qui ait déjà d'expérience en international. Il se peut que non, qui ait beaucoup d'expérience en international. Il se peut parfois, rarement, qu'une personne n'en ait pas, mais généralement, oui, on en demande. Et pour d'autres postes, non. Pas nécessairement des postes, par exemple, pour des chargés de programme sur une base. Donc, ça peut être en santé mentale, par exemple. Il se peut que cette personne-là n'ait pas d'expérience internationale, n'en ait fait que chez elle, dans son pays, mais par contre, a plusieurs années d'expérience et tout ça. Donc, ce ne sont peut-être pas des postes juniors, des personnes qui ont des expériences juniors, mais par contre, ce n'est pas tout le temps exigé que ces personnes-là aient de l'expérience à l'international, enfin, à l'international au préalable. Très bien, merci beaucoup. Avec une question qui concerne le salaire, quel est le niveau un peu de revenus des salariés au sein d'une ONG? Peut-être Madame Meunier, vous pouvez commencer. Question très large, c'est très variable. Ça dépendra un peu du métier que vous exercez. Si vous voulez vraiment une réponse plus précise, je vous conseille d'aller sur notre site parce que vous avez dans la partie nous rejoindre les fiches par métier et dans les fiches par métier, vous avez une fourchette de salaire qui saura vous renseigner un peu plus précisément. Parce que vraiment, c'est hyper variable entre les postes sièges et les postes sur les programmes. On va avoir aussi bien des personnes aux services généraux ou des personnes, des secrétaires de desk qui seront sur des salaires. Alors, tous les salaires ce que j'ai pas dit, c'est que tous les salaires sont mentionnés dans les annonces, dans la partie conditions d'emploi. C'est une décision vraiment d'être transparent sur le salaire. On fonctionne avec une grille salariale et des niveaux, 4 niveaux ABCD. Donc, quand un poste est ouvert au recrutement, il est positionné en fait sur cette grille et il est recruté en niveau A, ce qui est le procédure, mais après, selon l'expérience sur ce métier au moment du recrutement, il peut y avoir un positionnement en niveau B, mais voilà. Après, pour plus de précision, je pense que le mieux, c'est d'aller sur le site parce que si je vous fais le listing de tous les salaires, ça va nous prendre beaucoup de temps. Et comme je disais, il va y avoir des postes aux services généraux avec un niveau, je pourrais même pas dire, en fait, Hortense, je sais pas si tu peux le dire.
le salaire. Ce qui peut être intéressant, c'est de dire peut-être que le ratio entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut, je te laisse prendre la parole parce que je vais m'emmêler les pinceaux dans les. C'est 20% du salaire, le salaire le plus bas doit être équivalent à. C'est 20% d'écart, c'est ça? Entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Ouais, Pour moi, c'est le salaire le plus bas doit être équivalent, doit pas être plus bas que 20% du salaire le plus haut de l'association. L'idée, c'est que déjà, il y a une idée aussi de transparence financière et donc que les postes qui sont des postes de direction, c'est pour les compétences requises et pour les responsabilités, ça peut être considéré comme des postes mal payés par rapport au secteur privé. Je le dis de façon très caricaturale, mais bon, c'est un peu pour faire sourire. Mais voilà, c'est des postes qui, dans le secteur privé, pourraient être beaucoup, enfin, sont beaucoup avec un salaire beaucoup plus élevé. Plus haut. Voilà, mais c'est une décision vraiment politique de l'ONG et je pense, qui est assez vrai pour le secteur, c'est que les salaires des postes élevés dans la grille sont beaucoup moindres que les salaires dans le privé. Et le salaire le plus bas est à oui, voilà, merci. Le salaire le plus bas, il me semble, les salaires les plus bas sont forcément à 10% de plus que le SMIC. Voilà. Voilà, ça, et après, sur des statuts de coordination sur les terrains, on va être à 3000 brut. Ouais, entre 3000 et 3004 brut, non? Brut, ouais, c'est ça. Ça, c'est un exemple. Ouais. Merci pour cet exemple. À ce moment-là, ceux qui sont intéressés, c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller directement voir sur les fiches de. Sur chaque fiche métier, ouais, je pense que ce sera plus parlant. À ce moment-là, est-ce que c'est peut-être le cas également pour Action contre la faim et WWF où il y a plus de précision que vous pourriez nous partager? Non, c'est exactement la même chose. Enfin, comme disait Candy, chaque poste est positionné selon les responsabilités et surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de négociation. Donc, voilà, il n'y a pas de négociation. Souvent, on nous demande s'il y a de la négociation. Il n'y a pas de négociation. Et c'est là que vient une de nos valeurs, donc la transparence, pour que chacun sache où il ou elle est positionné. Et par contre, aussi, comme Médecins du Monde, tout est sur nos offres d'emploi. Donc, les fourchettes y sont par rapport à chaque poste et voilà. Très bien, merci. Et oui, même chose, pas grand-chose de plus à ajouter de mon côté, d'autant plus que j'ai pas la casquette RH, donc là, je vais pas m'avancer sur des généralités, mais c'est effectivement la même chose. Il faut regarder les offres et puis, alors je sais pas si nos fiches profils sont à jour sur le site, c'est une très bonne question, mais par contre, les salaires sont spécifiés, enfin, tout du moins les fourchettes à chaque fois dans les fiches, et effectivement, c'est assez variable, bien que de manière générale, comme le disait Candice, c'est pour les postes à plus haute responsabilité, moindre de ce qui pourrait être dans le secteur privé, mais ça, je pense que c'est un peu une généralité. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a parlé plus de stages, mais à ce moment-là, est-ce que des missions de bénévolat sont possibles? Donc, je suppose que oui, puisque nous sommes dans des organisations non gouvernementales, mais quelles seraient les missions un peu principales et si on peut les trouver, je suppose, sur vos différentes plateformes? Donc, pour Madame Bayer. Oui, donc bien sûr, les missions de bénévolat, l'engagement en tant que bénévole est complètement faisable en région parisienne et partout en France, là où nous avons des programmes. Donc, sur notre site internet, effectivement, il y a une rubrique pour être bénévole avec des offres, des besoins précis, des offres de bénévolat, si on peut appeler ça comme ça, précises. Et puis après, il y a aussi les coordonnées des différentes délégations régionales en fonction de là où vous souhaitez être bénévole, la zone géographique, à contacter pour leur soumettre votre souhait de vous engager auprès d'eux en tant que bénévole et de voir s'ils ont des besoins et comment s'organiser, tout ça. Sachant que chaque délégation régionale fait aussi régulièrement localement des réunions d'information et de recrutement de bénévoles.
Juste bien. préciser que les annonces, c'est pas du tout exhaustif. C'est vraiment les annonces sur des missions de bénévolat ou soit qui sont très régulières avec des besoins très très récurrents, soit avec des besoins et des profils qui peuvent être un peu plus difficiles à trouver. Donc vraiment ne pas hésiter. Dans la partie nous rejoindre et nous rencontrer, vous avez une carte de France vous pouvez cliquer pour avoir les contacts de toutes les délégations. Donc pas hésiter à les contacter directement parce que c'est les délégations qui connaissent le mieux leurs besoins et qui pourront vous renseigner le mieux. Très bien, merci beaucoup. Donc, après, si vous voulez continuer d'ailleurs sur cette question, Madame Bidon, sur les possibilités de bénévolat. Et sinon, après, ça serait plus sur le niveau de langue. Donc, en tant que chargé de projet, si seulement l'anglais et le français sont-ils nécessaires ou si c'est intéressant de parler d'autres langues? Oui, alors sur la question des bénévoles, alors effectivement, il y a pas mal d'actions de bénévolat qui sont menées un peu partout sur le territoire français surtout. Donc là, on a une équipe qui est en charge de justement un peu d'organiser ce type d'événement. Donc là, vraiment, je vous conseille d'aller voir sur notre site internet. Il y a aussi une application qui avait été lancée par le WF il y a quelques années maintenant, qui s'appelle WAG, WAG, et qui permet de recenser un peu des actions de bénévolat un peu partout sur le territoire. Donc ça, c'est peut-être sur le premier volet. Et sur le deuxième, alors, en l'occurrence, le français et l'anglais, en l'occurrence pour mon poste, est suffisant parce qu'on travaille aussi pas mal dans des pays qui sont francophones ou anglophones et où généralement, du coup, c'est possible et c'est entre guillemets suffisant. Après, évidemment, s'il y a des personnes qui parlent des langues étrangères supplémentaires, c'est toujours intéressant et c'est sûr que ça, c'est toujours une valeur ajoutée assez importante. En l'occurrence, moi, il se trouve que je m'occupe surtout du portefeuille Afrique et bassin du Congo, etc. Donc, où du coup, le français est utilisé. Mais sinon, c'est vrai que pour d'autres profils, ça peut être tout à fait, évidemment, intéressant et une valeur ajoutée d'avoir d'autres langues. Bien sûr, merci beaucoup. Donc là, on va arriver vers la fin de ce forum. Je vais laisser Madame Hage aussi parler de cette question de bénévolat et pourquoi pas aussi sur les langues. Et puis après, nous allons pouvoir terminer. D'accord. Donc, pour le bénévolat, oui, c'est exactement la même chose que ce que tout le monde disait tout à l'heure. Donc, nous avons des actions désolée pour le bruit, nous avons des actions de bénévolat. Enfin, le bénévolat peut se faire partout en France avec Action contre la faim. Il suffit de visiter notre site. Voilà, donc ça c'est pour le bénévolat. Et par contre, concernant les langues, donc je dirais oui aussi, c'est la même chose. Donc c'est en français et en anglais, principalement français et anglais. Parfois on a besoin que du français, parfois que de l'anglais, parfois des deux. Et par contre, on a des petites exceptions. Par exemple, on vient d'ouvrir une mission au Mozambique et là-bas, il est nécessaire de parler espagnol, si je ne me trompe pas, c'est l'espagnol ou le portugais, je ne me souviens plus. Mais bon, il est nécessaire de connaître l'espagnol pour travailler là-bas. Donc, on ne pourra pas recruter, par exemple, des personnes qui ne parlent qu'anglais ou au Mozambique. Donc, ça, c'est un exemple. Très bien, merci beaucoup. On a eu pas mal de questions très intéressantes et beaucoup de gens intéressés par vos différents profils. Donc, merci d'avoir répondu présent. Donc, n'hésitez pas à suivre donc, ce que le pôle pro fait et les différents événements qui vont avoir lieu. Donc voilà, c'est la fin de ce forum des métiers. J'espère que ça a plu à tout le monde et que vous avez pu avoir des réponses à pas mal de vos questions. Donc bonsoir à tous et à toutes et n'hésitez pas donc, à continuer à nous suivre sur les différents réseaux. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Merci. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon week-end, au revoir.